Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié au private equity. Vous le savez, chez Yomoni, en parallèle de notre spécialité de gestion indicielle, on a souhaité proposer à un certain nombre de nos clients du private equity et on le fait avec un partenaire de haute qualité qui est Altaroc et qui a déjà proposé à certains d'entre vous qui ont investi le millésime 2022 de ces fonds. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le millésime 2023 et on va avoir la chance d'accueillir Frédéric Stollard, qui est le managing partner d'Altaroc, pour nous détailler tout ça en détail. Quelques points très pratico-pratiques. Si vous avez des questions, d'abord, ce webinaire est totalement anonyme, mais si vous avez des questions particulières à poser, vous avez un petit icône en bas à droite de votre écran qui s'appelle « Questions ». Et là, vous allez pouvoir sans aucun problème poser une question sans que personne ne la voie aux équipes d'Altaroc et de Yomoni pour préciser et éventuellement répondre à des questions précises. En revanche, si vous voulez partager des questions avec le plus grand nombre et avec l'ensemble des personnes qui consultent et qui suivent ce webinaire, vous avez l'onglet chat et là-dessus, votre prénom apparaîtra et vous pourrez partager vos questions au plus grand nombre. La question qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est le private equity au sein d'une allocation d'actifs. Vous savez qu'il y a bien sûr la gestion cotée qui est très présente dans nos allocations. On a deux grands satellites de performance qui sont l'immobilier avec YIMO et puis le private equity avec ce partenariat privilégié avec Altaroc et avec Frédéric Stollard et Maurice Chéniaud qui sont les références dans le domaine et qui nous apportent leur savoir-faire et leur savoir de sélection sur ces fonds très spécifiques avec une vision bien sûr long terme qui est la nôtre, qui est l'épargne de long terme et la performance de long terme. Je propose qu'on puisse éventuellement démarrer si Frédéric Stollard veut nous rejoindre. En 2022, on avait eu un certain nombre de partenariats, de participation de votre part sur les éléments. Vous avez reçu d'abord déjà 2 reportings sur 2022. Pour ceux qui ont déjà investi, vous étiez nombreux à l'avoir fait. Donc, vous avez un détail assez précis. On pourra peut-être éventuellement y revenir sur quelques questions. Mais là, on va se focaliser avec Frédéric qui vient de monter sur scène. Bonjour Frédéric, ravi de t'accueillir sur ce webinaire. On va se focaliser vraiment sur le millésime 2023 qui est encore un très beau millésime avec une sélection vraiment de très grand niveau en termes de fonds de private equity, mais là, je te laisse la parole, c'est toi l'expert. Merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, je pense que tout le monde t'entend très bien. Alors, attends, je vais mettre une petite présentation dans le fond, comme ça, on sera parfaitement équipé pour cet échange. Parfait. Alors, peut-être ce que je vais faire dans un premier temps. Si ça te va, Sébastien, ce que je te propose, c'est pour ceux d'entre tes interlocuteurs, tes internautes qui n'étaient pas là l'année dernière aux présentations qu'on a faites, toi et moi. Je vais peut-être me présenter succinctement, tu es d'accord? Comme ça, ça donne un peu la couleur de ce qu'on a bâti, Maurice et moi. Et puis ensuite, je leur présenterai la plateforme qu'on a construite et je finirai par le produit qu'on distribue à travers Yomoni. Ça te convient? Ça me paraît un très bon fil de discussion. Allons-y. On est parti? Allez. Alors, pour faire simple, donc Frédéric Stollard, je suis un des 2 cofondateurs d'Altaroc. En termes d'expérience, de parcours, je viens du monde du private equity institutionnel. Donc, je fais ce métier d'investisseur en private equity depuis 33 ans. Bon, j'avais une formation classique d'ingénieur. J'ai fait l'école centrale Supélec. Je suis ingénieur de l'armement. J'ai travaillé au Jet Industries. Je suis parti faire un MBA aux États-Unis à la Wharton Business School. Et puis, fin 90, je suis rentré dans le private equity. Ça fait 33 ans que je travaille en industrie. J'ai démarré chez Apax pendant 4 ans. J'ai ensuite été recruté par un des plus grands fonds américains de private equity à Londres, qui s'appelle Warburg Pincus. J'ai passé 8 ans avec eux. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une belge qui s'appelle Albert Frère, une québécoise qui s'appelle Paul Desmarais, pour créer une nouvelle plateforme de private equity qu'on a appelée Sagar et dont j'ai été le directeur général pendant 20 ans. Nous avons levé une série de fonds de LBO avec un tour de table de grandes familles industrielles francophones. Autour des familles, donc Albert Frère et Paul Desmarais, on a réuni Dassault, Peugeot, Arnaud, Mulliez, Céliès, Bouygues, Bettencourt, Foriel Lestezet, Allais, un tour de table de très grandes familles qui avaient envie d'accompagner des ETI francophones, de les aider à changer de taille grâce aux capitaux qu'ils apportaient, en apportant à ces ETI, évidemment, du capital, mais aussi le bénéfice de leur réseau d'affaires. On a fait 38 LBO en l'espace de 20 ans, un premier fonds de 600 millions en 2001, suivi d'un fonds d'1 milliard en 2006 et d'un fonds d'1 milliard en 2013.
Et pour faire simple, pour tes auditeurs, Sébastien, on a livré en termes de performance 22% de rendement net par an tous les ans pendant 20 ans. Alors, pour ceux qui me demandent est-ce que c'est bon ou pas bon, le monde du private equity, il est organisé en ligues, c'est comme le football. Il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4. Dans le private equity, la Ligue 1, ça s'appelle le premier quartile, c'est-à-dire c'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux, sachant qu'il y a à peu près 5000 fonds par an, Sébastien, qui lèvent de l'argent. Donc le premier quartile, c'est la performance des 25% mondiaux, et nous étions tous les ans premier quartile mondial. Voilà. C'est important de bien préciser parce qu'il y a un nombre très très conséquent de fonds de private equity et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir accès aux bons parce que tu parlais de 5000 fonds, donc en fait c'est une classe d'actifs qui n'est pas aussi connue que ça, mais en fait qui est très très prolifique, donc il faut être très vigilant sur la qualité des supports. Ça, je pense que c'est tout à fait, et on y revient, alors tu as tout à fait raison, on y reviendra tout à l'heure. C'est un monde, aujourd'hui c'est un monde, le private equity, qui est essentiellement un monde institutionnel. Donc, jusqu'à l'avènement d'acteurs comme Altaroc, l'accès pour des clients privés à du private equity, on verra pourquoi, a été très difficile. Mais si tu veux, et on en revient à la jeunesse de l'histoire, pourquoi j'ai lancé Altaroc? Après 20 ans chez Sagard, j'avais envie de lancer, on va dire, une nouvelle aventure un peu plus entrepreneuriale à nouveau, parce que j'avais un peu fait le tour du sujet, on va dire ça comme ça. Et puis, il y avait plein de sujets capitalistiques qui faisaient que j'avais envie d'un sujet un peu plus engagé, on va le dire comme ça, après avoir servi de façon efficace et assez efficace pendant 20 ans les familles que j'ai accompagnées, j'ai eu envie de créer un nouveau projet. Et en fait, je suis parti d'un constat simple, et c'est le cœur de ce que tu dis. Aujourd'hui, le private equity mondial est financé à 99% par des institutionnels, des caisses de retraite, des fonds de pension, des compagnies d'assurance vie. Et quand tu veux rentrer dans un fonds du premier quartile mondial, la Ligue 1 du private equity, Sébastien, la réalité, c'est que le ticket d'entrée, il est au moins à 20 millions de dollars par fonds. Donc, je regarde très précisément ce que nous, on a fait chez Sagard. On ne prenait pas de clients à moins de 15 millions d'euros. Donc, pas par arrogance, parce qu'on était totalement sursouscrit et parce que nous avions le luxe de choisir nos investisseurs et on préférait gérer 25 familles à 40 millions d'engagement moyen pour 1 milliard que 250 ou 2500 familles. En fait, le lot de tous ces grands fonds à succès mondiaux, c'est qu'ils choisissent de se faire accompagner par un très petit nombre d'investisseurs en mettant le ticket unitaire très élevé. Donc, en fait, je me suis dit, pour un client privé qui veut investir dans du private equity, jusqu'à l'avènement d'acteurs comme Altaroc, ça n'était pas possible. D'abord, c'était très dur d'identifier ces gérants, et même si tu les identifiais, le ticket unitaire étant tellement élevé, tu ne pouvais pas rentrer chez eux, ils n'avaient pas besoin de toi. Donc, je me suis dit, il faut créer une machine, un asset manager de nouvelle génération, qui fabrique tous les ans des millésimes d'exception clés en main. On va reparler après de comment on construit le millésime. Mais l'ambition, alors l'AMF avait mis le ticket réglementaire à 100 000 euros. Donc, l'idée, c'était de rendre accessible à partir de 100 000 euros par an, alors je vais dire quelque chose d'un peu prétentieux, le meilleur du private equity mondial, à partir de 100 000 euros, sachant qu'avant l'avènement d'Altaroc, si tu voulais te bâtir un portefeuille diversifié, si je dis de façon simple, Sébastien, 6 fonds pour être à peu près diversifiés à 20-30 millions de pièces, on va dire que ça fait 150 millions, tu fais un peu de co-invest, ça fait 200 millions. Si tu voulais te bâtir avant l'avènement d'Altaroc un portefeuille comme celui d'Altaroc, il fallait 20 personnes, 200 millions de capitaux, tous les ans. La révolution d'Altaroc qu'on a engagée, c'est de rendre la construction et l'accès à ces millésimes simples, chez Yomoney en digital, à partir de 100 000 euros, tiré à hauteur de 20 000 euros par an. Voilà, c'est important de le préciser. C'est un engagement de 100 000 euros sur 5 ans. Tout à fait, Sébastien. Donc, quelque part, si tu veux, on a divisé le ticket par 2000, en fait. On va dire, on a divisé le ticket par 1000. Ce qu'on a permis chez Altaroc, ce qu'on permet aujourd'hui chez Altaroc, c'est, sans avoir d'équipe maison, de single family office qui bâtit ça pour toi, sans avoir les capitaux colossaux qu'ont les grands instituts ou les grandes familles qui investissent dans ce monde-là, pour 2000 fois moins, tu peux avoir un portefeuille, et là je vais être un peu prétentieux, meilleur. En 100% digital et avec plein de features, plein de gadgets dont je vais parler tout à l'heure qui rendent ta vie, toi le client privé, extrêmement facile et extrêmement simple. Voilà, c'était ça l'ambition. Alors j'ai parlé de ce projet à Maurice Chéniaud, que tu connais bien, qui est un des fondateurs du private equity en Europe, parce que Maurice, moi je suis un jeune entrepreneur du private equity, je fais ce métier depuis 33 ans, je n'ai que 58 ans. Maurice fait ce métier d'investisseur en private equity depuis 50 ans. J'ai travaillé pour lui il y a 33 ans, puisque j'ai démarré avec lui, qu'on a passé 4 ans ensemble, magnifique, que lui a inventé l'industrie en 72. Hein. Il a vraiment exporté, il sortait d'Harvard en 72, il n'y a pas beaucoup de Français qui faisaient Harvard en 72, et il a créé avec
avec Alan Patrikoff à New York et Ronald Cohen à Londres, il a créé Apax. Et ils en ont fait tous les trois en 40 ans un des géants mondiaux du LBO. Voilà, donc il a vraiment créé l'industrie. Et alors, Maurice, il avait fait un truc assez incroyable en 95. En plus, à côté d'Apax, il avait eu cette idée, en fait, qu'il fallait permettre à des clients privés d'investir dans du très bon private equity en 95. Il a créé en 95 une petite holding cotée qu'il a appelée Altamir. Il a levé 10 millions d'euros. Et il avait comme idée de permettre à des clients privés d'investir dans du bon private equity, en l'occurrence Apax France. Il a levé 10 millions d'euros, 60 millions de francs à l'époque. Il a dit à des clients privés, venez avec moi, on va co-investir à côté d'Apax en minoritaire. Et chaque fois qu'Apax vendra une boîte, je ne vais pas vous rendre l'argent, je vais la réemployer. On va faire du recyclage, du réemploi dans les prochains deals d'Apax. Et votre liquidité, vous la trouverez par la bourse. Donc à l'époque, c'était un espèce de zinzin inconnu. Ça n'avait pas de nom, Sébastien. Maurice a levé 10 millions d'euros. Aujourd'hui, l'actif net est d'1,5 milliard et Maurice a distribué 375 millions de dividendes. Il a pratiquement fait faire 200 fois sa mise à ses investisseurs. Aujourd'hui, c'est un nom ce qu'il a fait. Il a créé un concept nouveau qui est un evergreen coté de private equity. Voilà. Donc, quand je lui ai présenté le projet Altaroc il y a 2 ans, il m'a dit c'est formidable. C'est la nouvelle version d'Altamir. C'est la 2.0 d'Altamir. Donc, je l'ai rejoint. Il y a une petite holding de tête qui pilote la boîte cotée qui s'appelle Amboise Partners, qui est la société qui a tous les agréments MF. J'ai racheté un bout du capital d'Amboise. Je suis devenu le DG d'Amboise et j'ai apporté mon projet à Amboise. Et on a démarré, Maurice et moi. Donc, sachant qu'Amboise avait été conseil historique d'Altamir et maintenant crée une jambe non cotée qui s'appelle Altaroc. Donc, en l'espace de 2 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme nativement digitale qui rend très simple ce qui était avant très complexe. Et ça rejoint complètement Yomoni. Sébastien, c'est simplifier tout ce qui était complexe, simplifier l'institutionnel et rendre le meilleur de l'instit accessible. Donc, en ça, on se rejoint totalement. On est complètement dans ton ADN. On a mis 6 mois à bâtir la plateforme. Je suis parti sur la route collecter un premier millésime fin 2021. Maurice et moi, on s'était dit que si on collecte, sachant qu'on ne travaille qu'à travers des partenaires, on ne fait pas de collecte directe. Donc, on s'était dit qu'en 8 semaines, fin octobre 21, entre fin octobre 21 et fin décembre, on voulait collecter 20 millions. On a collecté 270 millions. Donc, c'était très au-delà de nos attentes parce que le marché attendait une solution comme celle-ci. L'an dernier, on a collecté un tout petit peu moins de 500 millions. Et cette année, on s'est fixé comme ambition de collecte à nouveau 500 millions. Voilà. Donc, on a créé quelque chose de nouveau, très dans l'esprit de ce que fait Yomoni. Donc, Yomoni, c'est le meilleur de l'épargne institutionnelle pour les clients privés. Eh bien, on a fait ça sur la jambe private equity. Nous sommes fabricants. Yomoni est à la fois fabricant et distributeur. Donc, en ça, je pense qu'on se rejoint totalement, Sébastien. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'état d'esprit est exactement le même. Et merci de prendre le temps de réexpliquer quand même toute l'histoire parce que c'est une histoire de ce qui nous a beaucoup rassuré, nous, et nous a vraiment donné envie de travailler avec Altaroc. C'est effectivement cette expérience que vous avez et ce track record phénoménal que vous avez pu avoir avec Maurice et qui font que ce monde du private equity, cette connaissance fine des fonds et de ceux qui les produisent, vous permet aujourd'hui de proposer à chaque millésime quelque chose qui nous paraît vraiment de très, très bonne qualité. Alors, je te remercie. Mais je crois que c'est aussi important que les ADN de Yomoni et d'Altaroc se rejoignent dans ton envie d'aller chercher des produits d'exception pour tes clients privés. Donc, sur le private equity, c'est l'ambition que nous avions, Maurice et moi. Donc, on a recruté alors, quand on s'est parlé l'an passé, on était 17. Là, on est 43. Donc, on a pas mal grandi. On a collecté 800 millions en 2 ans. C'est pas mal. On en est à notre 3e millésime. On a collecté un peu plus de 200 millions en 3 mois sur ce 3e millésime. Et je vais dire un dernier point avant de me lancer dans la présentation concrète, Sébastien, et je crois que c'est aussi une des choses qui t'a plu et à tes équipes chez Yomoni. Maurice et moi, on s'est engagés tous les ans à investir personnellement 33 millions d'euros chaque année dans nos millésimes. Ça veut dire qu'à nous deux, sur les millésimes 21, 22, 23, on a mis 100 millions. Et donc, en termes d'alignement d'intérêt, on est complètement aligné avec les clients de Yomoni. Ce qu'on propose aux clients de Yomoni, c'est ce qu'on sait faire de mieux pour nous, en fait. Non, et ça, c'est ta raison, c'est un des points essentiels. On l'a aussi chez nous, c'est que l'alignement d'intérêt doit être parfait, la transparence doit être parfaite sur le sujet. Et là-dessus, vous le démontrez de manière très concrète avec votre investissement l'un et l'autre sur chaque millésime. Donc ça, c'est effectivement un point que tu as raison de rappeler. On va sur la présentation ? Allez, on est parti. On est parti. Alors, ce que je vais essayer de faire, Sébastien, si ça te va, sur Maurice et sur moi, je passe. Ne bouge pas. Voilà. Non, alors attends, on y va. On est parti. Alors, pourquoi c'est important pour tes clients d'investir en private equity? Pour plusieurs raisons. Le private equity surperforme les marchés cotés tous les ans, Sébastien. En fait, si le client Yomoni accepte une certaine forme d'illiquidité,
dans son produit et le private equity est illiquide pendant 5 à 10 ans. En contrepartie de cette illiquidité, sur une partie de son patrimoine, il va aller chercher des surperformances notables. Donc, si on regarde sur des horizons longs, si tu veux, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on t'a mis ici, en gris, la performance moyenne des marchés cotés mondiaux et on t'a mis en vert la performance moyenne du private equity mondial. Ce que tu notes, Sébastien, c'est que le PE bat la bourse tous les ans de 5 à 7% par an, quel que soit l'horizon. Donc, en valeur relative, le PE bat la bourse. Après, en valeur absolue, le PE a livré sur les 50 ans passés entre 10 et 15% par an tous les ans. On va y revenir. Donc, en valeur absolue et en valeur relative, c'est un actif incontournable dans les portefeuilles. C'est ce qui convainc les institutionnels, c'est ce qui convainc les grandes familles. Jusque récemment, ce n'était pas accessible. On va voir comment ça l'est. Et avec un élément de décorrélation qui est en plus particulièrement intéressant entre les actifs cotés et le PI. Donc ça, c'est. Alors, tout à fait. Et c'est un deuxième élément majeur, Sébastien, et tu as tout à fait raison. En plus de la surperf, c'est moins volatile. Donc là, on t'a mis 40 ans de performance historique mondiale de private equity. J'adore ce slide. Donc là, on t'a mis sur les 40 derniers millésimes mondiaux du PE moyen. Donc, il y a énormément de data derrière cette charte. On te démontre deux choses, Sébastien. La première, c'est que le pire millésime moyen de private equity mondial, c'est 1997 à 7%. C'est complètement fou. Les gens ne réalisent pas. Le private equity moyen, son pire millésime sur les 40 années passées est de 7%. Et la deuxième chose, donc ça, si tu veux, en termes de volatilité, je rappelle que les marchés boursiers, et tu le vis tous les jours, ils peuvent avoir des années à moins 20, moins 30. C'est tout à fait possible et on l'a eu par le passé. Ça n'est jamais arrivé en private equity. Et la deuxième chose, c'est la décorrélation. Alors ça, c'est différent encore de la vol. C'est que quand tu regardes les pires moments macro de l'histoire, sur les 40 dernières années, les 3 pires moments au niveau des grands indices, c'est 1991, la crise des savings and loans aux US. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est Michael Milken, les junk bonds et la prison pour Milken, Carl Icahn et tous ses copains. C'est 2001, l'effondrement de la bulle Internet, et évidemment la crise du 11 septembre géopolitique, et c'est 2008, la crise des subprimes avec Lehman. Dans ces 3 grands moments de tension sur les marchés, Sébastien, le CAC qui fait moins 50, et les millésimes moyens mondiaux de private equity font plus de 22% net. Donc, après, je n'ai pas le temps d'expliquer ici pourquoi c'est anticyclique, mais ce qu'on constate sur l'histoire passée, c'est une vol inférieure et une décorrélation par rapport au marché. Donc, pour le client Diomony qui veut se bâtir un portefeuille long, la surperformance relative par rapport au marché coté, sa moindre volatilité et sa décorrélation par rapport au marché coté en font un élément de diversification de portefeuille très attractif. Voilà. Alors, bon, après, si les gens sont passionnés et intéressés, j'expliquerai après, on verra si on a le temps, pourquoi le PE bat toujours la bourse. Parce que les gens me disent, oui, le PE a battu la bourse, Fred, depuis 50 ans, mais tu verras, ça va s'arrêter demain. Je ne pense pas du tout que ça va s'arrêter demain. Et il y a des raisons très structurelles qui font que le PE bat la bourse, mais on verra si ça passionne tes interlocuteurs et si on a un peu de temps. Alors, bon, ça, j'en ai parlé. Le nouveau paradigme dans les évaluations des clients privés, pour toutes les vertus qu'on a énoncées, Sébastien, c'est le PE. Alors, un élément très important, et tu y faisais référence. Dans le monde du private equity, vous avez 5000 fonds qui lèvent de l'argent dans le monde tous les ans. 5000. Si vous cherchez les 6 meilleurs et que vous n'avez pas une boussole et un compas, vous serez perdu. D'autant plus que les écarts types entre les gérants sont colossaux. Et là, Sébastien, il y a quelque chose qu'on n'a pas sur les marchés cotés. Et c'est très intéressant pour tes interlocuteurs aujourd'hui. On vous a mis sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 graphes. La performance moyenne des marchés cotés en gris, la performance moyenne du private equity en vert clair et la performance moyenne du premier quartile mondial en vert foncé. Si on regarde sur 20 ans à gauche, Sébastien, on revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le PE a battu la bourse de 7% par an sur 20 ans. En moyenne tous les ans. Hein. Bon. Pour ceux que ça intéresse, si je me projette et si je fais l'hypothèse, Sébastien, que le passé est révélateur de l'avenir, alors évidemment, l'AMF me dit de ne pas dire ça, donc je vais dire que le passé n'est pas garanti de l'avenir, mais faisons juste une petite simulation. 5% par an pendant 20 ans, ça fait, allez, on va faire simple, 2,5 fois la mise. 12% par an pendant 20 ans, ça fait 11 fois la mise. L'écart de perte de 7% par an pendant 20 ans, il est monstrueux sur la durée. Maintenant, le premier quartile du private equity, la Ligue 1 du private equity, a livré 20% net de frais par an pendant 20 ans, tous les ans. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que 20% par an pendant 20 ans, ça fait 38 fois la mise. Donc là, on a quelque chose dans le PE, Sébastien, qu'on n'a pas sur les marchés cotés. C'est un écart type énorme entre le premier quartile et la moyenne du marché. Sur les marchés cotés,
et c'est une des raisons d'être des indices, des ETF de Yomoni, la gestion, on va dire passive, elle est presque aussi efficace que la gestion active. On peut même dire qu'elle est largement plus efficace quand tu regardes sur la longue durée parce qu'on arrive à le démontrer depuis 8 ans. Mais tu as raison, les écarts types sont moins importants que ce qu'il y a dans le PI et sont visibles. Tout à fait. Et ce que toi, tu vends à travers Yomoni, c'est des indices dont le prix de revient est très faible. Et donc, tu permets à tes clients privés de s'équiper en produits cotés de façon très efficace. Bon. Une des raisons d'être de Yomoni sur ces produits indiciels, c'est que pour le client privé, entre une gestion active onéreuse et une gestion passive à bas coût, il a mieux fait d'être en gestion passive à bas coût. Et c'est c'est une des révolutions Yomoni. Et l'un des enjeux du private equity, c'est ça qui est intéressant, et on le voit là dans les écarts de performance, c'est en échange d'une illiquidité, parce que pour le coup, là, la différence entre les produits cotés et non cotés, c'est qu'effectivement, tu as une illiquidité de 5 à 10 ans. Effectivement, tu peux aller rechercher une surperformance qui peut être significative, voire très significative, si tant est que tu sais sélectionner et surtout tu as accès aux fonds les plus performants. Tout à fait. Et donc, nous, on a une ambition chez Altaroc. Chaque année, on veut construire un millésime autour des 6 meilleurs gérants mondiaux. En tout cas, ceux qui nous semblent à nous, à Maurice et à moi, être les 6 meilleurs gérants mondiaux. Et là, on va chercher des perfs à plus de 20% de rendement. En tout cas, des perfs historiques, Sébastien. Et donc, ce qu'on constate sur le private equity qui n'existe pas sur les marchés cotés, c'est un écart type énorme entre la Ligue 1 et la moyenne du marché. La Ligue 1, le premier quartile a livré historiquement 20% de rendement, quand les marchés moyens PE ont livré 12%. Donc, 800 bips d'écart par an, c'est absolument considérable. Je rappelle que si on se projette à 20 ans, 12% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise. 20% par an pendant 20 ans, ça fait 38 fois la mise. Les courbes sont incroyablement espacées sur des horizons longs. Donc, l'ambition d'Altaroc, c'est de vous bâtir tous les ans, à partir de 100 000 euros tirés sur 5 ans, des portefeuilles exposés à 6 gérants du premier quartile mondial. Voilà. Alors, l'équipe pour faire ça, Sébastien, l'équipe pour faire ça l'année dernière, il y avait 3 personnes. Il y avait Maurice et moi qui avons été patrons de fonds. Il y avait Dimitri Bernard qui nous a rejoint il y a 2 ans, depuis le début de l'aventure, qui a passé 8 ans chez Ardian et 5 ans chez Indo-Suez, où il s'occupait de la sélection des fonds de private equity européens. Et il y a un nouveau venu. Donc, le nouveau venu, c'est Louis Flamand. Je vais dire un petit mot sur Louis parce que c'est important. Donc, on a toujours dit, Maurice et moi, qu'on voulait apporter le meilleur de 50 ans d'innovation institutionnelle en private equity à tes clients privés. Regarde, Louis, il était le patron du private equity chez MetLife. MetLife, c'est le plus gros assureur vie au monde. Louis pilotait le programme de private equity de MetLife. C'est un programme de 50 milliards de dollars de private equity et son équipe investissait à peu près 5 milliards par an. Donc là, le client Yomoni, il a 4 personnes pour la... Alors, j'ai oublié de dire, Sébastien, qu'avant de prendre ce job chez MetLife, Louis était le patron de la sélection de fonds de private equity chez UBS pour le monde. Donc, si tu veux, ce qui est quand même très intéressant, c'est que là, le client Yomoni, il a pour lui bâtir son portefeuille 2 patrons de fonds sans être prétentieux chevronnés, en tout cas à minima aguerris, je pense chevronnés aussi. Louis qui est vraiment une référence dans le monde institutionnel, et Dimitri qui vient d'un des plus grands fonds de fonds. Voilà. Ça, c'est l'équipe qui bâtit vos portefeuilles, sachant que Maurice et moi, comme je l'ai dit, on s'engage chaque année, indépendamment des millésimes, Sébastien. On a dit, Maurice et moi, qu'on ferait 33 millions par millésime tous les ans. Voilà, donc ça, c'est l'équipe qui bâtit les portefeuilles pour les clients de Yomoni. Je vais dire un truc très prétentieux, il n'y a pas un institut au monde qui a une équipe comme ça. Effectivement, c'est très impressionnant en termes de track record et de CV d'avoir réussi à réunir les 4 personnes qui sont là. Bravo. Voilà. On verra l'année prochaine, il y aura peut-être encore plus de monde. Hein. Bon, mais là, on commence à être bien équipé. Alors, dans les critères pour bâtir un bon portefeuille, quels sont les critères? Parce que, comme on se l'est dit, Sébastien, on veut choisir les 6 meilleurs gérants sur 5000. Il faut un compas, une boussole, une feuille de route, un cap. Bon. On s'est dit avec Maurice, au début, on va faire que du LBO et du growth equity. Donc, on est concentré sur 2 verticales qui sont celles qui offrent, à notre avis, le meilleur couple rendement-risque. C'est le buyout, c'est l'investissement majoritaire. Enfin, ce sont des fonds majors qui accompagnent des managers dans l'acquisition, je dirais, d'entreprises quand des grands groupes vendent des filiales non stratégiques, quand des familles vendent des business dont ils veulent se départir, quand des fonds veulent sortir des boîtes de la cote ou quand des fonds rachètent à d'autres fonds des actifs. Donc, ce sont des opérations menées avec un peu d'effet de levier sur des horizons de 5 à 7 ans par des fonds majors. Et on accompagne également des fonds minoritaires sur ce qu'on appelle le growth, donc des boîtes qui font entre 30 et 100 millions de chiffre d'affaires et qui croissent à plus de 30-40% par an, pour le coup, sans effet de levier. Donc, on est à peu près à 2 tiers en buyout et à 1 tiers en growth.
Donc, il n'y a pas d'IMO, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'infra, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de mezzanine. On est très, très pur PE. Et on est sur les 2 meilleures verticales du PE. Et on bâtit chaque année un portefeuille qui est construit autour de 6 gérants d'exception. 6 gérants, ça veut dire à peu près 250 boîtes par portefeuille. Ça suffit, Sébastien, pour créer une diversification optimale. Alors, on ne met pas plus de gérants que ça chaque année. Non pas qu'on ne pourrait pas les trouver, mais si on met plus de gérants, on va finir par moyenner le portefeuille et on va finir par te livrer la courbe en vert clair tout à l'heure, qui est la moyenne du PE et pas la courbe en vert foncé. Donc, si on veut produire de l'alpha chaque année, il faut être surexposé aux meilleurs gérants. C'est pour ça que chaque année, pour les clients Yomoney, 6 gérants d'exception, ça suffit pour un portefeuille mondial et très diversifié. Alors, on s'était forcé avec Maurice d'édicter des règles extrêmement simples et ultra disciplinées. Et je vais te raconter quelque chose de très personnel. Louis nous a rejoint il y a 1 mois et demi et il nous a dit, c'est très très simple, je vais vous présenter les 20 fonds chouchous de MetLife. Et on lui a dit, Maurice et moi, c'est super, racontez-nous. Et sur les 20 fonds chouchous, on en a pris 4 qui nous plaisent et 16 qui ne nous plaisent pas du tout. Ça te donne un peu une idée de la sélection, du niveau de sélectivité que nous avons. Bon. C'est quoi nos règles d'or, Sébastien? 1, on veut des gérants qui ont 30 ans de track record. Et on ne va pas transiger là-dessus. On veut des gérants qui ont traversé des crises économiques extrêmement graves et on veut voir comment ces gérants se sont comportés en 91, en 2001 et en 2008 et évidemment pendant la crise du Covid. On veut voir comment ces gérants ont géré ces moments terribles et j'y étais en 2001 et en 2008 dans ces moments compliqués. On veut voir comment ces firmes ont mis en place culture, process et gouvernance, c'est absolument clé. Et on veut surtout voir comment dans ces firmes, les fondateurs ont passé la main à des générations futures parce que c'est la présence de ces générations futures sur les 10 ans qui viennent qui garantiront la bonne gestion de nos capitaux. Donc, si tu veux pour ça, 30 ans de track, c'est indispensable. On ne déroge pas à cette règle. La deuxième règle, c'est évidemment un critère de perf. On veut que sur les 20 ans passés, chacun des gérants qu'on choisisse ait livré au moins 15% de TRI net et au moins 2 fois la mise sur chacun des millésimes qu'ils ont gérés. C'est très exigeant. Et enfin, on ne veut pas investir dans des fonds qui lèvent moins d'1 milliard parce que ces fonds-là, même s'il en existe de très bons, vont être très dépendants d'une ou 2 personnes qui, si elles devaient quitter le fonds, mettraient le fonds en péril. Donc, on a des critères de taille, scalabilité, on a des critères de track et on a des critères de performance très exigeants. Ensuite, on a 2 convictions énormes sur les géographies et les secteurs. Le meilleur du private equity mondial, il est américain parce que l'industrie est née aux US chez les instituts il y a 60 ans. Elle est née en Europe il y a 40 ans, elle est née en Asie il y a 15 ans. Donc, le portefeuille, il est très tilté US. 40% de nos gérants sont américains, 40% de nos gérants sont européens. Et si on trouve des gérants d'exception en Asie, en Israël, on ira les chercher. Pour tes internautes aujourd'hui, je voudrais donner juste un ordre de grandeur. Pour expliquer pourquoi on a ce biais Amérique, le premier quartile monde Amérique, il est à 28%. Pardon, premier quartile américain, il est à 28%. Premier quartile européen, il est à 18%. Premier quartile asiatique, il est à 8%. Si je fais simple, Sébastien, il y a 10 points d'écart de perf annuel entre US et Europe et entre Europe et Asie. Donc, on va essayer de trouver des gérants prodigieux en Asie. Si on ne les trouve pas, ce n'est pas grave. Le fonds sera 50-50 Europe-US, mais ça veut dire que pour tes clients ou tes prospects, qu'ils auront clé en main un portefeuille extraordinairement diversifié par géographie. Oui, c'est un point très important parce que c'est ça rejoint aussi les fondamentaux du Yomoney, hein, c'est cette logique de diversification qui soit forte. Forcément, avec ces chiffres, on est très tenté d'aller uniquement sur l'Amérique du Nord et il est clé d'avoir des portefeuilles qui soient quand même équilibrés, même s'il y a une sélection très forte et vive sur les gérants, d'avoir quelque chose qui soit suffisamment réparti en secteur et en géographie pour pouvoir justement absorber les chocs divers et variés que peuvent avoir un fonds sur 5-10 ans. Tout à fait. Et le même biais prévaut sur le choix des secteurs qui est fondamental, Sébastien. Et là, la prochaine fois, c'est peut-être Louis qui présentera. Louis t'expliquera que parmi les grands instituts, il y a des écarts de perf énormes en fonction des choix des secteurs. Tout comme sur les marchés cotés, le choix des secteurs est très important. Dans le monde du private equity, l'exposition sectorielle quand tu bâtis un portefeuille, elle est clé. Donc, on a choisi avec Maurice 4 secteurs qu'on pense être, je dirais, anticycliques. Je n'ai pas dit contracycliques, ils sont acycliques. Ils sont ultra résilients et en plus, ils ont, je dirais de façon structurelle, des porteuses de croissance extrêmement robustes. Et pour nous, le fait d'être surexposé à des sous-jacentes de croissance, c'est la meilleure protection contre la baisse possible des multiples dans le private equity. Un des enjeux sur le private equity, les gens me posent souvent la question, et si les multiples du PE qui sont élevés baissaient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la meilleure façon de se protéger, c'est de se surexposer à des sous-jacents de croissance.
Et donc, je prends un exemple, Sébastien. On est très, très exposé à des fonds qui investissent dans le monde du logiciel. Le monde du logiciel, il est en train de se révolutionner autour de ce qu'on appelle les solutions SaaS sur le cloud. La plupart des éditeurs de logiciels, il y a encore 10 ans, 5 ans, vendaient des logiciels. Ils te vendaient un logiciel que tu utilisais pendant 5 ans ou 10 ans, et au bout de 10 ans, ils venaient te voir, ils te vendaient la version 7.0 parce qu'ils t'avaient avant vendu la 6.0, et entre-temps, ils te vendaient pour 15% de la licence de la maintenance tous les ans. Ce monde est en train de changer, et aujourd'hui, les très bons éditeurs de logiciels, ils te vendent un abonnement sur le cloud. Ils appellent ça Software as a Service, SaaS. Et ils ne te vendent plus un upgrade tous les 5 ou 10 ans. L'upgrade est permanent. La solution est en permanence optimisée. Tu n'as plus de solutions complexes à implémenter. Tu te cliques, en un clic, tu rajoutes 50 ou 100 abonnés. Et là, tu aboutis à des nouveaux modèles économiques absolument prodigieux avec des taux de désabonnement très faibles. Le client ne peut plus sortir de la solution avec des pricing power très élevés et des modèles économiques qui sont prodigieux. Voilà. Et nous, on est convaincus que c'est la nouvelle rente digitale de demain. C'est la nouvelle, c'est presque le nouvel immobilier digital de demain. Et donc, on est très ambitieux sur ces fonds spécialisés qui accompagnent le monde de l'enterprise software B2B. Voilà. Donc, ça te donne un peu une idée. Ça représente 50% de nos portefeuilles. 20%, c'est le monde de la santé. 20%, c'est ensuite le monde des services professionnels digitaux. Et enfin, 10%, c'est ce qu'on appelle des places de marché digitales pour les clients privés, le digital B2C. Voilà. Donc, on a un fort biais sectoriel, on a un fort biais géographique, un focus essentiel, buyout et growth. Très clair. Voilà. Alors, ça permet de bâtir des portefeuilles de qualité institutionnelle. Ce qu'on fait, c'est très simple, Sébastien. C'est exactement ce que font les plus grandes familles mondiales. Pour faire ce qu'on fait, nous, elles investissent au moins 200-300 millions par an. Elles ont au moins 20-30 personnes pour faire ça, et elles font ça depuis très longtemps. Et l'idée d'Altaroc, la révolution Altaroc, qui est dans l'esprit de la révolution Yomoni, c'est de rendre ça accessible à partir de 100 000 euros par an tiré sur 5 ans, à hauteur de 20 000 euros par an. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de tout expliquer aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Bon, on a une plateforme servicielle qui est très costaud, Sébastien. On a pour tes clients un reporting d'exception. On a énormément de formations, de contenus digitaux qu'on peut mettre à la disposition, enfin qu'on a mis à la disposition de tes conseillers. On a un service client de 7 personnes. On répond à 2000 questions par mois et on a un parcours de souscription à travers Yomoni qui est d'une simplicité biblique. Yomoni est capable d'onboarder un client Altaroc en quelques minutes simplement. Et ça, c'est un des points importants parce que ça reste, je rappelle toujours un peu l'ADN, c'est la notion de transparence. C'est avec l'importance d'avoir une bonne visibilité sur les investissements des fonds, sur ce qu'ils font, etc., d'avoir des reportings de qualité et de pouvoir avoir des réponses très rapides sur une matière qui peut paraître complexe ou peu connue. Pour nous, ça fait partie des critères qui sont extrêmement importants et c'est vrai qu'on travaille bien ensemble pour apporter ce service-là à nos clients. Ça, c'est un point clé. Alors, tu mentionnes la transparence parce que je pense que c'est une des valeurs clés de Yomoni. Chez Altaroc, la transparence, c'est dans notre ADN, Sébastien. Le monde du private equity, il est historiquement très opaque. C'est un monde institutionnel très feutré, avec un très petit nombre d'investisseurs. Et là, Altaroc, on a cassé les codes de l'industrie. On a décidé de raconter tout ce qu'on allait faire, d'expliquer comment on investissait, d'expliquer pourquoi on investissait. Quand on prend un engagement chez un nouveau gérant, on fait une vidéo de 30 minutes où on s'expose et on se met à risque quelque part en expliquant qui est ce gérant, pourquoi on a accompagné ce gérant, pourquoi on aime sa stratégie, et nous expliquons 3 ou 4 cas iconiques d'investissement par ce gérant. Comment il a sourcé le deal, comment il a transformé le deal, comment il a accompagné l'équipe de management, ce qui lui a permis de faire pendant les 5 à 7 ans qu'il l'a accompagné, pourquoi il a décidé de vendre, comment et à qui il a vendu. Voilà, donc on est d'une transparence totale, on a un reporting trimestriel de qualité institutionnelle. Ce sont les mêmes équipes qui produisent des reportings Altaroc que celles qui produisent des reportings Altamir, société cotée. On va reporter, Sébastien, à partir d'octobre sur l'ESG. On est fonds article 8 avec des critères d'exigence très serrés. Donc, on a imposé à tous les gérants chez qui nous investissions ce qu'on appelle un Sustainability Journey et un Sustainability Report. Donc, on va expliquer aux clients Yomoni comment les fonds qu'on accompagne améliorent le monde. Et ça c'est un élément clé, on le sait. Là aussi, c'est un des critères de sélection de nos partenaires, le fait qu'on ait des offres qui soient responsables et engagées. Et tout l'enjeu de ce sujet de la responsabilité, c'est de démontrer par la preuve et de montrer ce qu'on fait. Et là aussi, il faut être à la fois solide dans la sélection,
mais avoir la capacité de démontrer par le reporting ce qu'est la réalité de l'impact et des choix qu'on fait dans ce sens-là. Donc ça, c'est important pour nous, tout à fait. Et enfin, Sébastien, tous les jours, on a recruté, ça va te faire sourire parce qu'il n'était pas avec nous l'an passé, on a recruté Damien Hélène, qui était le rédacteur en chef de BFM Business jusque récemment. Alors, je sais que ça t'a fait sourire quand je te l'ai annoncé. Et le rôle de Damien Hélène, c'est quoi? C'est d'écrire tous les jours sur les 250 sociétés qui constituent notre millésime pour que le client ou la cliente Yomoni, il soit capable de donner du sens à ce qu'il fait. On lui a promis, nous, une certaine allocation pays, une certaine allocation sectorielle. Eh bien, on va lui raconter. Là, on ne va pas parler des bidas. On va lui raconter tous les jours ce qu'on a mis dans le portefeuille et pourquoi on l'a mis. Donc, je vais te donner un petit exemple. On a sorti, donc on fait un numéro hors série. On a fait un numéro hors série en septembre sur l'IA dans la santé, sur les 15 plus belles boîtes d'Altaroc. Comment l'IA a transformé le monde de la santé dans 15 boîtes d'Altaroc. Là, sur le mois d'octobre, on sort un hors série. Comment les investisseurs d'Altaroc vont améliorer le monde avec les 15 plus belles boîtes ESG dans le portefeuille d'Altaroc. Et tu verras, il y a des sociétés absolument folles dont je ne soupçonnais même pas l'existence. On va sortir un hors-série en novembre sur les 15 plus belles boîtes américaines du portefeuille d'Altaroc et un hors-série en décembre sur les 15 plus belles boîtes chinoises du portefeuille d'Altaroc. Tout ça, Sébastien, pour que tes clients puissent donner du sens, au-delà de la performance que nous allons chercher, donner du sens à leur épargne. Et ça, on pense que c'est absolument clé. Et effectivement, dans ce côté de ce financement de l'économie, je pense que c'est un des points clés de savoir où ils vont. On parle beaucoup de fonds, on parle beaucoup de choses complexes, très, très financières, mais revenir à l'essence même de l'entreprise et d'avoir des descriptifs, je pense que c'est extrêmement vertueux, que ce soit sur les sujets ESG, mais aussi sur les sujets d'innovation qui nous tiennent à cœur forcément. Et donc, on a à cœur de partager aussi ces contenus-là que vous avez la gentillesse de partager avec nos clients. Peut-être on peut quand même juste repasser un petit instant sur le slide que tu as passé un peu vite, sur juste bien voir le rythme d'investissement. Parce que c'est des fondamentaux. Il y a ceux qui connaissent déjà très bien le sujet, mais je pense que c'est toujours bien. Alors, on a introduit une innovation majeure l'année dernière. D'ailleurs, à ta demande, Sébastien. On ne l'avait pas. Alors, quand on a fait le programme avec toi l'an passé, on n'avait pas ça. Et tu nous as dit, Fred, il y a un truc qui ne va pas. Il faut simplifier la vie de nos clients. Dans l'esprit de simplification de Yomoni, il faut donner à nos clients accès au meilleur de l'instit, mais il faut que ce soit simple. Bon, nous, on construit chaque année un millésime. Dans ce millésime, il y a 6 fonds. Chaque fonds fait entre 5 et 10 appels de fonds. Donc, 6 fonds, ça veut dire entre 30 et 60 appels de fonds. Le client, et il faut faire les fonds sous 4 jours. Clairement, un produit pour des instits et pas pour des clients privés. Donc, tu m'as dit, Sébastien, Fred, il faut que tu nous simplifies ça. Donc, ce qu'on a décidé l'année dernière, c'est de mettre en place un abonnement. Alors ça, c'est récent, Sébastien, ça fait partie de nos innovations 22. On a mis en place un abonnement. Le client Yomoni, il va être appelé 2 fois par an, uniquement 2 fois par an, date fixe et quantum fixe. Donc, le client Yomoni qui a engagé, je prends un exemple, 100 000 euros, Sébastien, il sera appelé le 31 mars 10 000 euros et le 30 septembre 10 000 euros sur les 5 premières années de son engagement. Donc, ça veut dire qu'il est capable de programmer les versements qui sont connus, alors qu'on lui a fait un portefeuille mondial ultra diversifié, qu'aucun des gérants ne connaît la date exacte de ses appels. Nous, on a mis en place une ligne de bridge financing pour que le client Yomoni, il n'ait pas à se préoccuper de quand les fonds vont être appelés. C'est vraiment une belle innovation parce que c'est un des points forcément en termes de visibilité et de lisibilité pour les clients qui n'est pas évident dans le private equity classique. C'est de se dire mais de combien je vais être appelé à quel moment. Alors généralement ça génère finalement un stockage de ces fonds en disant j'attends d'être appelé et je prends la totalité de la somme que je ne peux pas faire travailler. L'avantage de la lisibilité de se dire bah voilà j'ai tant qui va tomber à telle date. Ça permet effectivement d'organiser sa bonne allocation et de pouvoir faire travailler ses fonds en attendant d'être appelé sur une date connue et sur un montant connu. Donc bravo, ça c'est très très bien et c'est très très bien pour nos clients de pouvoir avoir cette visibilité-là et je pense que vous êtes les seuls à le proposer de manière aussi lisible. Donc ça c'est chouette. Tout à fait, mais tu as bien fait de me le demander l'an passé parce que ça faisait partie des innovations que tu nous avais demandé, Sébastien, pour simplifier le monde instit et que pour le client privé, les choses soient encore plus faciles. Voilà. Alors, sur le millésime 23, Sébastien, un petit zoom sur les fonds, d'accord ? L'ambition de collecte du fonds, c'est 500 millions. Comme l'année dernière, il y aura 80% investis chez les 6 gérants, donc 400 millions investis chez les gérants, et 20%, c'est-à-dire 100 millions investis en co-investissement. Le cœur du réacteur, c'est les 400 millions chez les gérants qui nous donnent droit à du co-invest parce que les gérants nous invitent sur des deals trop gros pour eux, qu'ils syndiquent à leurs meilleurs investisseurs sans fees et sans carré. Donc, on sera invité à des co-invest parce qu'on est investisseur primaire dans les fonds.
Sur les 400 millions d'investissements dans les fonds, on a déjà souscrit 240 millions, et ça depuis début avril, parce que Maurice a présouscrit, à titre personnel, 240 millions dans le millésime, pour que je sois capable d'offrir, on va dire que 240 sur 400, ça fait 60%. 60% du millésime est déjà connu. Alors, c'est pas qu'on a oublié les 40% restants, Sébastien, c'est que comme on s'engage rapidement sur des fonds qui lèvent en 2023, certains fonds n'ont pas encore fait leur premier closing. Donc, on a pratiquement terminé toutes nos due deals, mais certains fonds n'ont pas encore engagé leur premier closing. Donc, on ne peut annoncer à date que les 3 closings qu'on a réalisés. Aujourd'hui, 60% du fonds est déjà engagé. Alors, un petit mot sur les gérants chez qui on a déjà souscrit. TA Associates, dans le monde du LBO, du buyout de croissance, donc là, c'est un peu un hybride, Sébastien. Pardon, tout à l'heure, j'ai voulu simplifier, j'ai dit il y avait le LBO ou le growth. Alors là, TA, il a conjugué le growth buyout. Donc, il a inventé du LBO sur des boîtes en hypercroissance. TA se concentre à faire des LBO dans 2 secteurs uniquement, enfin essentiellement, le software enterprise et le monde de la santé. Et il cherche des boîtes dont la croissance organique est supérieure à 15% par an. C'est compliqué de trouver des objets de taille critique qui croissent à 15% par an minimum. Ça fait partie des critères requis par TA. Regarde la performance historique de TA. Donc, c'est un fonds qui a 55 ans d'histoire, 1968, qui a déployé 45 milliards de dollars à date avec 260 professionnels aujourd'hui. Il en est à son millésime numéro 15. Tu vois que le fonds, c'est le TA Associates 15, Sébastien. Donc, tu sais qu'on aime beaucoup la visibilité et le track. Et regarde la perf qui est dingue. Sur 45 milliards déployés, le fonds a livré en moyenne 25% de TRI net par an tous les ans et 2,5 fois la mise en moyenne sur tous les millésimes. Alors, je vais dire quelque chose de présomptueux. Tu peux peut-être trouver un fonds. Alors, mon fonds Sagar 1 a fait mieux que ça une fois. Mais sur ces quantums-là, sur ces durées-là, avec ce taux de perte extrêmement faible, tu ne peux pas trouver mieux. Il n'y a pas mieux. Là, on n'est pas premier quartile mondial, on est premier décile mondial, d'après toutes les références de marché. Voilà. On est sur un fonds qui était 15 milliards, qui est 75% américain et 25% européen. Ultra spécialisé en growth buyout. Petit indicateur qu'on adore, Sébastien. Les partenaires de TA ont investi à titre perso 1,5 milliard de dollars dans le fonds. Donc là, on a un alignement qui est aussi très vertueux par les associés du fonds qui sont extrêmement engagés à nos côtés et aux côtés des investisseurs Yomoni que le fonds intéressera. Donc là, on est très américain et on est en growth buyout. À côté, on est rentré chez CVC dans le fonds flagship. Regarde là aussi, c'est le fonds CVC Capital Partners numéro 9. C'est la 9e saison de ce fonds CVC. CVC a 43 ans d'histoire, a déployé 140 milliards de dollars à date avec 350 investisseurs et a livré un TRI très voisin de celui de TA, 24% net par an sur 140 milliards, avec un multiple moyen de mise de 2,3 fois net pour les investisseurs. Là, on est 75% européen, 25% US, donc une très belle diversification pour le client Yomoni. Et ce qui est intéressant, Sébastien, c'est qu'on est là sur une stratégie d'investissement qui est différente. On n'est pas sur du growth buyout, on est sur du value buyout. Donc, on est sur un investisseur qui paiera plutôt 9 à 10 fois l'EBITDA, quand un TA paiera 15 fois l'EBITDA à une boîte qui croit à 15%. CVC paiera 9 à 10 fois l'EBITDA à une boîte qui croit entre 2 et 5%. Mais CVC va acheter des boîtes qui sont un tout petit peu imparfaites. Et par ses équipes opérationnelles, va passer les 5 à 7 ans du deal à les réparer et à les optimiser. Donc, ils ont acheté April, pour ceux qui connaissent April, il y a 5 ans, qui était un des plus gros courtiers santé français cotés. Ils l'ont ressorti de la cote. Quand ils ont payé la boîte 10 fois l'EBITDA, le monde a dit qu'ils étaient fous. Ils l'ont vendu 16 fois l'EBITDA à KKR 4 ans plus tard, en faisant plus de 6 fois la mise nette. Voilà, c'est ça le métier de CVC. Donc là, on est sur un gérant magnifique. Et enfin, on a choisi un gérant de growth. Comme ça, on voulait une diversification très efficace du portefeuille, Sébastien. Donc, General Atlantic, qui est un gérant chez qui on était déjà rentré il y a 3 ans, qui est un gérant magnifique, qui, lui, fait des deals sans recours à l'effet de levier. Donc, on est là sur un fonds minot qui a investi à peu près un peu moins de 100 milliards de dollars sur les 43 ans passés, qui a livré 18% de TRI net, mais attention, sans levier. Donc, on est là sur un fonds qui livre 2 fois net, sans levier. C'est une perf absolument magnifique. Et ça nous crée, si tu veux, un portefeuille moyen qui, à date, a livré 2,25 fois la mise et 23% de TRI net. C'est ça le portefeuille qu'on a construit. Alors, il y aura plein d'infos pour tes clients. Sébastien, il y a beaucoup de documents, je ne vais pas les commenter ici, sur qui sont les gérants, quelles sont leurs stratégies, quels sont leurs deals iconiques.
Il y a plein d'informations disponibles pour les clients d'Yomoni et que je t'enverrai dans la présentation qui suit. Super, c'est très bien. Comme ça, on pourra le partager aussi avec nos clients et puis échanger avec nos clients, échanger avec nos conseillers pour rentrer dans le détail de ce millésime. Je ne sais pas si j'ai le temps de te commenter. Bon, alors, pour ceux que les millésimes précédents intéressent, Sébastien, est-ce que tu veux que je te fasse un tout petit zoom sur le 22 ou pas? On peut aller sur le 22. Je pense qu'il y a une question qui intéresse sans doute une partie des gens qui nous suivent. C'est finalement, on sait quand même que le contexte est quand même très changeant et on parle souvent de la hausse des taux. Ouais. Et peut-être refaire un petit peu et nous expliquer un peu en quoi ça peut impacter, quel impact a dans cet écosystème de private equity et qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de performance future ou de prise de risque. OK. Alors, la hausse des taux, c'est une question qu'on nous pose souvent. J'imagine. La réponse dépend qui tu es, en fait. Si tu es un client qui est très peu équipé en private equity à date, qui, à mon avis, est le cas de l'essentiel des clients d'Yomoni à date, et qui s'interroge, j'y suis pas allé par le passé, est-ce que j'y vais maintenant? Paradoxalement, la hausse des taux est une bonne nouvelle. Je vais expliquer pourquoi. Parce que les fonds de private equity qui font des deals aujourd'hui, ils connaissent la hausse des taux. Elle est incorporée dans les business plans. C'est un élément nouveau. C'est comme l'inflation, Sébastien. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le prix des boîtes a baissé depuis un an. Évidemment, parce que le coût de la dette est monté. Donc, ça s'est impacté sur les prix de cession des entreprises. Mais la réalité, c'est que pour des raisons psychologiques que je n'ai pas le temps d'expliquer, le prix des boîtes a baissé beaucoup plus que l'impact net de la hausse des taux. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas de stock de private equity, la hausse des taux a rendu le crédit plus cher, plus dur à obtenir et a fait en sorte que les prix des actifs ont baissé beaucoup plus significativement que le simple impact mathématique dans un business plan que la hausse des taux. Donc pour un acheteur net qui n'est pas exposé au private equity à date, et c'est ce que pensent nos gérants aujourd'hui, les 3 gérants chez qui on est rentré, parce que c'est l'autre pendant de ta question, c'est est-ce que c'est le bon moment d'investir? Les 3 gérants chez qui on est rentré pensent qu'aujourd'hui, la fenêtre de tir est exceptionnelle à l'achat parce que la hausse des taux, parce que l'inflation ont créé un monde plus compliqué pour les fonds de private equity. Et donc, pour ceux qui sont à l'achat aujourd'hui et qui sont disciplinés, nos gérants pensent que c'est un moment d'acquisition qui est très intéressant. Maintenant, si tu me dis, j'ai un très gros stock de private equity, est-ce que la hausse des taux est une bonne nouvelle? Non, elle n'est pas une bonne nouvelle. Alors, pendant le moment où tu étais couvert sur les taux, parce que l'essentiel des LBO européens sont hedgés sur les taux, ce n'était pas forcément très grave. Dès lors que le hedge se déboucle, c'est une mauvaise nouvelle à 2 égards. D'abord parce que le coût de ta dette est monté et quand même, comme les prix des actifs ont baissé, tu es doublement impacté par le hausse du coût de la dette et par la baisse des multiples. Donc, si je fais simple, si tu es acheteur net aujourd'hui et que tu n'as pas de stock, c'est une opportunité d'achat réelle. Si tu as un gros stock en private equity et que tu l'investis malheureusement sur des LBO industriels très classiques, tu auras un impact. Très clair. C'est très compréhensible et je pense que effectivement l'opportunité est belle. On a toujours une impression effectivement que la période est compliquée. C'est aussi une période d'opportunité, c'est vrai, sur sa classe d'actifs comme d'autres, où si on est acheteur net, c'est particulièrement intéressant. Et n'oublie pas un point, il y a un point important, Sébastien. Quand un client Yomoni fait un engagement sur un fonds Altaroc, contrairement au marché coté, un client Yomoni s'engage sur un ETF aujourd'hui. Il choisit son point d'entrée et il choisit son point de sortie, tu es d'accord? Dans le private equity, c'est différent. Dans le sens où un client qui va engager 100 000 euros dans Altaroc, il va être tiré sur 5 ans. Donc, quelque part, à l'achat, il aura 5 points d'entrée. Donc, il sera quelque part lissé, si tu veux, sur 5 points d'entrée. Et les fonds sous-jacents vont vendre des boîtes à partir de la 4e année. Ils vendront des actifs entre l'année 4 et l'année 10. Donc, il aura 6 points de sortie. Donc, par construction, un millésime de private equity a un brassage intégré qui fait que tu ne peux pas vraiment faire de market timing, si tu veux. Ça c'est un point que je pense les clients Yomoni connaissent bien parce que effectivement, ils peuvent choisir leur point d'entrée, mais la très forte recommandation qu'on a toujours auprès d'eux, c'est de bien lisser point d'entrée et point de sortie pour éviter le mauvais endroit, le mauvais moment. Donc là-dessus, ça nous parle et c'est totalement en ligne. Allez, on se donne quelques minutes pour quand même 2022 parce que on a eu beaucoup d'investisseurs sur ce millésime. C'était le premier qu'on faisait ensemble et donc ça vaut la peine de passer peut-être 5. Ouais. Alors, je te fais un petit zoom parce qu'on a, par rapport à l'année dernière, quand on a fait la conférence, on avait bien entamé notre collecte, mais on n'avait pas choisi tous nos gérants. Donc, je vais t'annoncer quelques nouveaux gérants qu'on a rajoutés. Donc, sur les fonds américains, on a 4 gérants américains. Dans le monde du logiciel, Axel KKR, c'est probablement
c'est un des tout meilleurs américains dans le software enterprise ultra spécialisé. Regarde la perf. Ils ont livré sur 23 ans d'histoire 14 milliards déployés. Ils ont livré 29% de TRI net et 2,7 fois la mise en moyenne. C'est des perfs qui vont être durs à livrer à l'avenir, hein, Sébastien, mais ça te donne une idée de la qualité des gérants. Donc là, on est sur un acteur du growth buyout, un peu similaire à TIE d'ailleurs, hein, sur des deals plus petits et que du logiciel, et pratiquement qu'américain. STG, c'est un acteur du logiciel, alors très différent de Axel KKR. C'est un spécialiste du value buyout qui achète des boîtes un tout petit peu abîmées, mais dans le monde du logiciel. Et STG s'est fait une spécialité. Alors là, il n'y a qu'aux États-Unis où tu trouves un marché assez profond pour le faire. Il rachetait les filiales captives de grands groupes avec les éditeurs de logiciels captifs des grands groupes. Donc, je suis Marsh McLennan. J'ai un éditeur de logiciel de courtage d'assurance intégré. J'en veux plus. Je le vends à STG. Écoute-moi bien, sans management. Je le vends pour 3-4 fois les l'EBITDA. Et le job d'STG, c'est d'en faire un business autour du produit et d'un client captif. Voilà, regarde la perf historique d'STG. Alors, ça va te faire sourire. Ils ont 5 partenaires à Bombay parce qu'un des grands savoir-faire d'STG, c'est de délocaliser toute la R&D et la maintenance dans des pays low cost dès l'acquisition. Et à toute une écurie de managers spécialisés, ils ont livré 27% de TRI net sur 5 milliards en plus de 20 ans. Voilà, et 2,4 fois la mise. On est rentré chez Apax US, qui est un immense fonds. Ils ont investi 60 milliards depuis 50 ans sur nos 4 verticales, 24% de TRI net. Et le fonds qu'on n'avait pas encore choisi quand on s'est parlé l'an passé, Sébastien, c'est Cressy & Company. Donc Cressy & Company, c'est un acteur américain du LBO mid-market qui ne fait que des services de santé aux États-Unis. Donc un acteur qu'on adore parce qu'il est très vertical, ultra spécialisé. Et souvent, dans nos 4 secteurs, on cherche des acteurs ultra verticaux parce qu'on pense que la verticalité, c'est une garantie de surperformance. Regarde la perf, en 50 ans d'histoire, 25% de TRI net. Ce que tu vois là, Sébastien, c'est que quelque part, le bench, c'est entre 25 et 30% de performance nette pour les gérants d'Altaroc. Alors, sur les gérants européens, j'aurais pas dû dire ça parce que là, on a trouvé une exception à la règle. Regarde, on est rentré l'an passé chez HG. Donc, HG, on l'avait déjà annoncé l'an passé. C'est le leader européen du LBO Growth dans le software. C'est un peu le pendant cette année, si tu veux, de TA. Alors là, la performance est folle, hein. On est sur un gérant qui a déployé en 25 ans d'histoire, 26 ans d'histoire, 40 milliards et qui a livré 36% de TRI net, Sébastien. On ne refera plus ça, hein. Enfin, on ne retrouvera plus cette qualité-là. C'est vraiment… Là, on n'est pas dans le premier décile, on est dans le premier pourcentage mondial du private equity. Voilà. Et on a accompagné Bridgepoint parmi les gérants européens l'an passé avec un track magnifique à 22% de rendement net sur les 40 ans passés et 20 milliards de déploiement. Donc, on est chez les gérants d'exception. Alors, pour les clients, c'est un fonds qui fait un peu moins de 500 millions. On a alloué à date, alors c'est un fonds qui faisait, 465 pour être précis. On l'a closé à 465, Sébastien. On a engagé à date, j'ai pas dit tiré, on a engagé à date 409 millions, 367 chez les gérants, 42 millions dans des co-investissements directs. Tu vois que l'essentiel de la poche gérant 367, elle est faite. Ce que nous n'avons pas encore fini, ce sont les co-investissements, mais tu te rappelles qu'on a 5 ans pour faire les co-invests. Donc, en fait, on est parfaitement en ligne sur le programme d'engagement et on a engagé 42 millions à date. Ça, c'est ce qu'on a engagé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré 15% de la taille totale du fonds. Alors, pourquoi? Tu te souviens qu'on avait dit que les millésimes allaient à peu près être tirés à 20% par an. Alors, les clients Yomoni ont été tirés à 20%, mais les sous-jacents n'ont pas totalement engagé 20%. Pourquoi? Parce que le monde du private equity au second semestre de l'an passé, du fait de la secousse sur les marchés cotés, les acheteurs ont pensé que les prix allaient fortement baisser, les vendeurs ne voulaient pas baisser leurs prix, et donc il y a eu un moment de, on va dire, de pause des transactions, comme tu le vois dans l'immobilier aujourd'hui, parce qu'il y avait un gap important entre acheteurs et vendeurs. Alors, donc ça fait qu'en fait, on n'a pas déployé 20, on n'a déployé que 16, parce qu'il y a pas mal de gérants, tu le vois là, Apax, Cressy, STG et Axel KKR n'ont pas investi au second semestre. Non pas parce qu'ils n'ont pas de deal flow, mais ils étaient convaincus qu'il fallait être patient sur les prix et que les prix allaient baisser. Alors la réalité, 6 mois après, c'est que les prix n'ont pas baissé. En tout cas, les prix des actifs d'exception n'ont pas baissé. Les prix des actifs un tout petit peu plus compliqués a beaucoup baissé. Voilà. Donc, à date, on a tiré 16% de la taille du fonds. Alors, un tout petit peu en dessous de ce qu'on avait promis, Sébastien, mais ça n'a aucune importance. Et maintenant, alors, un petit zoom sur les co-invest, parce que ça va te plaire. Ça, c'est des deals sur lesquels on est exposé à travers les gérants,
et on est surexposé à travers les co-investissements. Je te fais 2 minutes dessus parce que ça vaut la peine. Access, c'est un éditeur de logiciels sur le cloud en mode SaaS qu'on a fait à côté de HG. Écoute bien, c'est le leader anglais, néo-zélandais et australien de la paye et des ressources humaines sur le cloud. Donc, il sert que des ETI. Il a à peu près 50 ou 60 000 clients ETI sur ces régions-là. Tu es une ETI, tu veux faire ta paye sur le cloud, tu t'abonnes à Access. Bon. Regarde les chiffres. La boîte fait 700 millions de sterling de chiffre d'affaires. Elle croît son EBITDA de 50% par an et elle fait 35% par an de marge d'EBITDA. C'est lunaire, Sébastien. C'est lunaire. Pourquoi? Parce qu'elle a un taux de désabonnement des clients de 1,5%. Le service est critique. La valeur ajoutée par la prestation et l'efficacité du système est telle que les clients ne se désabonnent jamais en dépit de, écoute-moi bien, des hausses de prix annuelles de 8,5% tous les ans. Ils ont ensuite une capacité à faire de l'upsell et du cross-sell. Donc, ils font de l'upsell, ils te vendent des fonctionnalités de plus en plus complexes chaque année pour à peu près 10% par an. Et ensuite, ils font du cross-sell. Un client qui n'a pas de ressources humaines, ils vendent de la paye. Et un client qui n'a pas de paye, ils vendent des ressources humaines pour à peu près 10% par an. Pour faire simple, à ISO client, la boîte croît à peu près de 30% par an, avec un désabonnement qui est nul. Donc, tu as des abonnés qui, tout seuls, entre la hausse des prix, l'upsell et le cross-sell, croient à peu près entre 27 et 30% par an, sans acquérir de nouveaux clients, avec une visibilité qui est parfaite sur son chiffre d'affaires parce qu'elle a un taux de désabonnement de moins de 1,5%. Son EBITDA croît déjà à 40% par an. Alors après, elle fait un peu de croissance organique, au sens nouveaux clients, et un peu de build-up. Une boîte qui fait pratiquement 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui croît son EBITDA à 50% par an, Sébastien, moi, j'en avais jamais vu. C'est des objets qu'on adore chez Altaroc. Alors, IFS, c'est un peu la même chose. C'est une autre boîte qu'on a fait à côté d'HG, mais ça te donne aussi une idée de la qualité d'HG, si tu veux. IFS, on l'a fait à côté d'HG. Ça, c'est un éditeur de logiciels sur le cloud qui touche un autre marché qui n'a rien à voir. Il vend en solution SaaS sur le cloud un ERP complet pour des industriels qui ont de très grosses flottes de camions, de pièces détachées ou d'avions, avions, pièces détachées, camions ou des grosses flottes d'usines. Voilà. Il est numéro 2 mondial derrière SAP. Regarde les chiffres. 900 millions de dollars de chiffre d'affaires, 35% de croissance d'EBITDA sur 35% de marge d'EBITDA annuelle. Là aussi, tu as affaire à un ovni. Et je rappelle que c'est le seul acteur mondial qui a une solution full cloud-based. Voilà. 35% de croissance de l'EBITDA par an à 35% de marge d'EBITDA, Sébastien, c'est juste magnifique. C'est exactement le type d'objet sur lesquels on veut se surexposer. Voilà, ça te donne un peu une idée de ce qu'on a fait. Et je finis avec Authority Brands. Ça, c'est un co-investissement qu'on a fait à côté d'Apax US dans une consolidation sectorielle très décorrélée des deux précédentes. On est dans les services de santé à domicile aux États-Unis. Pardon, dans les services à domicile, excuse-moi. Donc, c'est toiture, jardinage, alarme, nettoyage de façade, jardinage et étayage et tout ce que tu veux. C'est un marché qui fait 150 milliards de dollars dans lequel Apax a acheté le numéro 1 qui fait 1% de part de marché et c'est une consolidation sectorielle où Apax, autour de la plateforme Authority Brands, démarre une consolidation en achetant ce qu'on appelle des mom-and-pop shops, des petits business familiaux. La boîte faisait 10% de croissance organique et là, l'idée, c'est de lancer une consolidation active aux US dans un secteur très décorrélé d'IFS et d'Access. Voilà un petit peu ce qu'on a fait des capitaux. Donc, après, je n'ai pas le temps de te raconter la qualité des sous-jacentes, mais il y a des boîtes magnifiques. Je vais t'envoyer la présentation. Tu verras la qualité des business qu'on a déjà engagés en 22 sur ce millésime. Elle est superbe. Et tu peux être sûr d'une chose, Sébastien, les gérants qu'on a accompagnés ont déployé prudemment vos capitaux en 22 et ils l'ont déployé sur des objets absolument magnifiques. Donc, le millésime 22 qu'on a clos il y a 2 mois, donc sa performance, si tu m'interroges sur sa perf, elle ne veut rien dire, Sébastien, parce que le fonds n'a que 3 mois d'âge, mais la qualité des sous-jacents est remarquable. Voilà ce que je peux dire. Ouais, merci pour ce point très détaillé. C'est intéressant de voir qu'effectivement, les fonds ont pris le temps de déployer, ne sont pas forcément été poussés par le fait qu'il fallait déployer, mais ont pris le temps d'aller chercher le meilleur moment pour le faire. Ça prouve qu'on a affaire à des fonds quand même d'excellente qualité. Et c'est vrai que c'est passionnant. Très discipliné. Sébastien est très, très, très discipliné parce que ce sont vraiment des fonds, si tu veux, l'argent ne leur brûle pas les mains. Ils savent, parce qu'ils font ça depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'importance d'être exposé sur plusieurs millésimes. Et quand ils ont investi l'an passé,
ils l'ont fait sur des actifs d'exception. Donc, oui, le fonds est tiré à 16%. Oui, les prix ont un tout petit peu baissé cette année, mais sur les objets qu'ils ont achetés, les actifs sont absolument exceptionnels. Pour preuve, les exemples de co-investissement que je t'ai décrits. Très clair. Merci beaucoup, Frédéric. Je crois qu'on a… Je connais pas de guide plus passionné et plus expert sur le sujet que toi. C'est assez génial de pouvoir partager ce monde du PI avec une personne qui a autant d'expérience sur le sujet. Ce que je propose, c'est que, bien sûr, tous ceux qui sont intéressés, nos conseillers Yomoni vont revenir vers vous et échanger avec vous pour rentrer dans les détails de la manière dont vous pouvez souscrire à ce millésime. On vous précisera, c'est ultra simple, mais je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup de questions. On a fait en sorte de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. On a fait en sorte de les glisser au fur et à mesure de l'entretien pour qu'on puisse y répondre. Sachez bien sûr que c'est un investissement qui se fait en compte titre, en direct, qui, je le rappelle, se fait sur une durée longue. C'est un investissement qui prend 10 ans, 5 ans d'investissement et 5 ans de récupération des fonds au fur et à mesure. Et on sera ravis de pouvoir échanger, de vous partager toute cette information parce qu'il faut, et Frédéric l'a dit, c'est très important. Il y a beaucoup de documentation et d'informations qui sont disponibles pour que vous compreniez bien comment ça se passe, pour que vous compreniez là où va l'argent, comment les fonds sont sélectionnés, comment les fonds sélectionnent eux-mêmes leurs investissements. Et donc ça, je pense qu'on aura à cœur dans les prochains jours de le partager avec l'ensemble des clients Yomoni qui sont intéressés par cette offre de private equity. Merci beaucoup, Frédéric, pour avoir pris le temps. Merci à toi, Sébastien. Je suis passionné par cette matière qui est effectivement passionnante. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.